dans le quotidien, on est comme ça, mais quand on fait de la science, on doit vraiment tout faire pour réfuter nos propres théories. Et en fait, il y a des choses que les psychanalystes écrivent, par exemple, qui sont totalement incompréhensibles. Je vais vous donner un exemple et on va s'amuser un peu. Alors, il y a un nommé Lacan qui dit ceci. Pour l'organe érectile vient à symboliser la place de la jouissance, non pas en tant que lui-même, ni même en tant qu'image, mais en tant que partie manquante à l'image désirée. C'est pourquoi il est égalable à la racine carrée moins 1 de la signification du plus haut produit de la jouissance qu'il restitue par le coefficient de son énoncé à la fonction du manque de signifiant. Lacan voulait expliquer les gens qui avaient des problèmes érectiles chez les hommes. C'est totalement incompréhensible. C'est de la niaiserie. Et on dit que ce gars-là est brillant, a écrit des choses brillantes. Faux. Il a fourré le peuple, tout simplement. Alors, mais ça a eu un impact ou... Les écrits de Lacan, il y a encore des pauvres étudiants français qui essayent de comprendre ce qu'il a écrit. Puis ils font leur doctorat là-dessus, là. Mais bon, bon. Est-ce que je suis méchant actuellement? Oui, bien sûr. Parce qu'il y a des concepts freudiens qui sont intéressants. Mais on n'a pas besoin de tout le vocabulaire incompréhensible autour. Parce qu'en utilisant un vocabulaire très hermétique, très incompréhensible, à ce moment-là, on se donne du pouvoir en disant, voyez à quel point c'est brillant, puisque incompréhensible. Non. C'est ça. Ça ne marche pas. Parce qu'ici, vous entrez dans un monde différent. Bon, l'astrologie n'est pas présente dans les universités ou très peu. Mais si. En France, il y a la célèbre astrologue de Mitterrand fait un doctorat et les sociologues français étaient d'ailleurs extrêmement fâchés, mais on a reconnu que sa thèse était une thèse tout à fait académique, alors qu'elle a dit des niaiseries. Mais ce que je voulais dire, c'est que en général, quand même, l'astrologie n'est pas dans les universités, alors que la psychanalyse l'est. Dans les universités anglophones, très peu. Dans les universités francophones, plus, mais très, très peu. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on continue d'enseigner ça, de l'enseigner, alors que je demande des preuves. Freud lui-même, d'ailleurs, n'a jamais guéri personne. Hein. C'est absolument pas. D'ailleurs, en 1935, il disait à l'historien Giovanni Papini, alors qu'il était en Angleterre, « Je suis un littéraire. J'ai écrit sur la pathologie parce que ça se vend mieux que la normalité. » Gentil quand même. Enfin, c'est à peu près la citation exacte. D'accord. Et si on avance un petit peu vers d'autres pseudosciences, est-ce que leur impact est-ce que les pseudosciences ont un impact aussi dans notre vie quotidienne, sur la prise de décision aussi des gens, des gouvernements, des gens autour de nous? Sur les gouvernements, j'espère que non. Je sais, par exemple, que des gens qui se font construire des maisons en angle feng shui, parce que que les énergies arrivent correctement. Bon, c'est un impact mineur. C'est juste un problème pour l'architecte qu'il faut qu'il règle ça. Les émissions de Chantal Lacroix sur les tables qui bougent, là, c'est une escroquerie de la pire espèce. On a d'ailleurs offert à ce fameux médium la somme de 1 million de dollars pour qu'il vienne nous démontrer qu'il avait raison. Il a évidemment refusé. Qui est on? C'est-à-dire les sceptiques du Québec. ont offert 1 million et on offre toujours ce million de dollars-là à toute personne qui pourrait nous démontrer qu'elle a des pouvoirs paranormaux. Bon. Pourquoi? Parce que en science, comme je l'ai dit tout à l'heure, on doit tout faire pour démontrer que l'on se trompe. Quel est le meilleur moyen de démontrer que l'on se trompe? C'est que quelqu'un nous montre que l'on se trompe. Bon, pour prendre un exemple banal, il y a quelques années, une numérologue vient pour relever le défi du million. Alors, on s'entend avec elle, qu'est-ce qui serait correct? Donc, on lui donne 12 dates de naissance sur 12 petits cartons et 12 fratries sur 12 autres petits cartons. Un frère, une sœur, 0 frère, 4 sœurs. Bon. Puis là, elle, sa tâche, c'est de les mettre en correspondance. Et si elle bat le hasard, 7 sur 12, 1 million.
Bon. C'est-à-dire de dire qui, maintenant, si quelqu'un a eu 2 frères, une sœur, est né telle date. C'est ça. D'accord. Bon. Et on signe le contrat et tout et tout. Alors, un soir venu, on ouvre les enveloppes. Et combien a-t-elle eu de réussite? La réponse est 1 sur 12. Qu'est-ce que 1 sur 12? C'est le score probable de toute personne prise au hasard sur la rue à qui on demanderait de faire le même exercice. Donc, elle n'a aucun pouvoir. Bon, cette dame est gentille, elle n'est pas prétentieuse, puis en plus, elle est toute belle. Alors, on n'a pas le goût de l'écœurer, là, vraiment. Bon. Et je reste comme ça, vague, en lui demandant, compte tenu du résultat, qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et sa réponse, elle est extraordinaire. Sa réponse est, une meilleure numérologue que moi aurait mieux fait. Et ma question à moi, c'est combien de fois doit-on répéter cette expérience pour que les gens cessent de croire aux balivernes? Et la réponse est à l'infini. On n'y arrivera pas. Alors, c'est une entreprise désespérée. On va perdre la bataille parce que, comme je le disais tout à l'heure, le cerveau humain a besoin de sens pour fonctionner. Puis qu'est-ce qui fait du sens rapidement? C'est la croyance, de quelque nature qu'elle soit. Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation. Nous recevons cette semaine le professeur de psychoéducation Serge Larrivé qui nous parle de pseudosciences. La pseudoscience, vous en faites vraiment un de vos chevaux de bataille. Vous faites partie des sceptiques du Québec. Vous nous avez même raconté que vous avez réussi à convaincre quelques personnes, à tout le moins, de tenter d'aller chercher le $1 million. J'imagine que ça n'a pas été très fréquent, ce genre de... Ah, écoutez, je pense qu'il y a eu à peu près 150 personnes qui sont venues depuis que ce million-là existe. Et vous l'avez toujours. Ah, on l'a toujours, mais il faut signaler aussi que ce million-là n'est pas seulement pour le Québec, il est aussi pour les États-Unis, l'Australie, la France, la Belgique. Et il y a plein d'expériences qui se font à travers le monde, et puis non, il y a rien. C'est intéressant de s'imaginer que les extraterrestres existent, qu'on a 10% de notre cerveau seulement qu'on utilise, etc., etc. Mais malheureusement, la vie est beaucoup plus terne que ça. Les émissions de télévision ces jours-ci, la mode est vraiment au paranormal. Donc, les émissions avec des loups-garous, des vampires et autres se multiplient, celles avec des gens au pouvoir extrasensoriel. Est-ce que vous pensez que c'est une mode simplement due au manque d'imagination des scénaristes? Ou est-ce que parce que ça va et ça vient, ou c'est quelque chose avec lequel on va vivre toujours? J'en ai aucune idée. J'ai l'impression que c'est un très bon vendeur. De la même façon que les libraires il y a des libraires donc que j'ai visités qui me disent on est désolé, mais la vente des livres sur les pseudosciences et le paranormal, c'est quelquefois un très gros pourcentage de nos ventes. Donc on peut pas ne pas les vendre, même si certains d'entre eux préféreraient pas. Mais c'est très vendeur. C'est très vendeur. Et est-ce que c'est un problème d'éducation, vous pensez, ou c'est? Ben c'est sûr que pour moi, dans ma tête, il faut que le scepticisme se développe très rapidement. Laissez-moi vous raconter une anecdote. Un de mes nombreux enfants, en fait, j'en reconnais 4, était à ce moment-là en 2e année primaire et me dit « Papa, la maîtresse a crié tout le temps. » Alors, et je lui avais dit « Écoute, Sébastien, je vais te dire quelque chose de très compliqué. Ce que tu vas faire, là, quand la maîtresse crie, tu vas écouter comme il faut ce qu'elle dit. Et si tu penses, tu évalues que les menaces qu'elle fait ne sont pas réalisables, tu regardes tous tes petits copains avoir peur et tu souris. » Qu'est-ce que je lui disais? Si ton père te fait des menaces niaiseuses, voici une arme, évalue par toi-même ce qui est faisable. Bon, évidemment, ce n'est pas facile à faire, mais donc de développer l'esprit critique, à mon avis, c'est l'outil le plus important pour l'avenir. Et d'autant plus que ça va tellement vite. Hein. Je ne sais pas si vous avez idée là, de la quantité de choses qu'il y a sur Internet. Oui, vous avez idée. Tout le monde a idée. Mais comment on fait pour distinguer ce qui est bon de ce qui est mauvais? Je vais vous donner un autre exemple.